Honnêtement, ça remonte à quand la dernière fois que vous avez payé quelque chose avec des pièces de monnaie? Si vous devez chercher la réponse, eh bien c'est sûrement à cause de la révolution dont on va parler aujourd'hui, la fintech. C'est la technologie financière et elle a complètement changé notre façon de voir l'argent. Alors posons-nous la question, comment la technologie a-t-elle vraiment changé ce qu'on a dans nos portefeuilles? Pour beaucoup d'entre nous, c'est simple, l'argent liquide a quasiment disparu. Il a été remplacé par des transactions numériques tellement simples, tellement fluides qu'on n'y fait même plus attention. C'est juste devenu normal. Et cette transformation, elle commence avec un pilier fondamental, la révolution des paiements numériques. C'est vraiment la base de toute la fintech, la nouvelle manière de faire bouger l'argent dans notre monde. Et l'ampleur de cette révolution, elle est juste immense. On ne parle plus seulement de paiement entre amis, le fameux P2P, non. Aujourd'hui, la fintech connecte absolument tout le monde, les individus, les entreprises et même les gouvernements. Ça veut dire que l'argent circule de façon hyper fluide dans tous les sens. Au cœur de tout ça, il y a le portefeuille numérique. Mais attention, c'est bien plus qu'une simple appli. C'est notre porte-monnaie complètement réinventé qui vit maintenant dans notre téléphone. Il garde notre argent et nous permet de payer un café ou de rembourser un pote en quelques secondes. Le tout sans jamais sortir la moindre pièce. Et puis, on a les monnaies numériques. Imaginez une valeur qui n'existe que sous forme digitale. Elle est conçue pour être super sécurisée et pour voyager sans se soucier des frontières. Il y a celles qui sont contrôlées par une autorité, et puis il y a les autres, comme le Bitcoin, qui sont complètement décentralisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'aucune banque centrale n'est aux commandes. Bon, mais comment on sécurise tout ça? La réponse, c'est la biométrie. Votre empreinte digitale, votre visage, tout ça, ça devient la clé de votre coffre-fort numérique. Alors, fini les mots de passe qu'on oublie tout le temps ou les codes SMS interminables. La finance numérique devient non seulement plus sûre, mais aussi beaucoup plus simple à utiliser. Ok, maintenant qu'on a vu comment l'argent circule, on va s'intéresser à comment on peut y avoir accès. C'est le deuxième grand pilier, la révolution de l'accès à l'argent, que ce soit du capital ou des prêts. L'une des innovations les plus dingues dans ce domaine, c'est le financement participatif qu'on appelle aussi crowdfunding. L'idée est simple, mais géniale. On contourne les banques traditionnelles. Comment? En permettant à n'importe qui de financer un projet en récoltant plein de petites sommes auprès d'un très grand nombre de gens. Et tout ça, bien sûr, ça se passe sur Internet. Mais pour qu'une campagne comme ça marche, c'est tout un écosystème qui se met en route. Ça commence avec quelqu'un qui a une idée, le porteur de projet. Ensuite, il y a les contributeurs, c'est-à-dire nous, le public, qui apportons l'argent. La plateforme en ligne, elle, fait le lien entre tout le monde. Et puis on a des auditeurs pour vérifier que le projet est sérieux et des sponsors pour aider à le faire connaître. C'est une vraie collaboration à grande échelle. Alors, dans le crowdfunding, il y a deux grands modèles où on ne cherche pas à faire de l'argent. Le premier, c'est celui basé sur le don. On donne parce qu'on croit au projet, point. Le principal risque, évidemment, c'est de tomber sur une arnaque. Le deuxième modèle, c'est celui basé sur la récompense. Là, on reçoit un produit en avant-première ou un petit quelque chose en échange. Le défi pour les créateurs, c'est de réussir à livrer ce qu'ils ont promis et à temps. Et de l'autre côté, il y a les modèles où, là, on espère un retour sur investissement. D'abord, le prêt entre particuliers, le P2P lending. On prête de l'argent et on espère être remboursé avec des intérêts. Ensuite, le modèle basé sur l'équité, où on devient carrément actionnaire du projet. Forcément, dans les deux cas, le plus grand risque, c'est de ne pas revoir son argent ou de ne pas obtenir le rendement espéré. Tous ces nouveaux services, que ce soit pour payer ou pour prêter, ils reposent sur une chose absolument essentielle, les données. Et ça nous amène directement à notre troisième pilier, l'open banking. En gros, c'est comment rendre les données financières plus accessibles et surtout plus connectées entre elles. Le concept technique qui se cache derrière l'open banking, c'est ce qu'on appelle une API. Pour faire très simple, une API, ça fonctionne un peu comme le menu d'un restaurant. C'est grâce à ce menu que les applications peuvent commander des informations très précises auprès des banques, et tout ça de manière hyper sécurisée et standardisée. Mais attention, toutes les données ne sont pas partagées de la même façon. On a d'abord les API publiques. Elles sont ouvertes à tout le monde pour encourager l'innovation. Ensuite, il y a les API de partenariat qui sont réservées à des collaborateurs bien choisis. Et enfin, on a les API privées, que la banque garde pour elle, en interne, pour améliorer ses propres services. Bon, on a vu les services, c'est super. Mais qu'est-ce qui fait tourner toute cette machine? C'est notre dernier pilier, et pas des moindres, les vrais moteurs de la fintech. Le premier moteur, c'est l'intelligence artificielle. C'est vraiment le cerveau de tout le système. L'IA, elle permet de prendre des décisions très complexes, comme par exemple évaluer si un prêt est risqué, même quand on n'a pas beaucoup d'informations. C'est elle qui analyse, qui apprend et qui décide. Mais un cerveau, ça ne peut pas fonctionner sans information. Et c'est là qu'interviennent les données massives, le fameux big data. C'est tout simplement le carburant de la fintech.
Sans une quantité gigantesque de données à analyser, les technologies intelligentes comme l'IA seraient complètement inutiles. Et le rôle de ces données massives, il est absolument partout. Elles servent à vérifier notre identité, à prévenir la fraude, à surveiller des millions de transactions en temps réel, à évaluer les risques financiers et même à automatiser la paperasse réglementaire. Bref, c'est indispensable. Et enfin, pour que tout ça fonctionne, il faut une infrastructure capable de tout héberger et de tout faire tourner à une échelle mondiale. C'est le rôle du cloud computing, ou l'informatique en nuage. Si l'IA est le cerveau et le big data le carburant, alors le cloud, c'est le véhicule qui transporte tout ça. Et les avantages sont énormes. Concrètement, ça veut dire une meilleure expérience pour le client, des coûts beaucoup plus bas pour les entreprises, un traitement des données ultra rapide et une flexibilité incroyable. En résumé, le cloud rend la finance plus agile, plus rapide et plus efficace que jamais. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie est en train de complètement réécrire les règles du jeu. Des simples paiements jusqu'à la gestion de fortune, c'est toute l'architecture de la finance qui est en train de se réinventer sous nos yeux. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question en suspens. Après une vague de changements aussi énorme, quel sera le prochain service financier à être complètement bouleversé? Parce qu'une chose est sûre, la révolution, elle est très, très loin d'être terminée.